Microfilm. Microfilm, bonsoir. Musique arabe. S'agit-il d'un film arabe? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est l'auteur du film qui a tenu à ce que cette musique figure au début de l'émission. L'auteur s'appelle Luis Korecki, le film s'appelle Les Cinéphiles, donc évidemment il faut en parler dans une émission de cinéma. C'est un beau titre. Mais le fait qu'il ait pensé à mettre cette musique, ça me donne ma première question, c'est pourquoi de la musique arabe, Luis Korecki? Moi j'avais... je voulais pas mettre de la musique arabe. Et j'avais pas pensé que vous diriez ça pour commencer. Je voulais que cette émission se passe dans un café arabe. Donc maintenant tout le monde sait que c'est une mise en scène. Et donc on est dans un studio et on recrée une atmosphère de café arabe. Voilà. Bon, alors puisqu'on est dans la simulation, comme on se connaît depuis à peu près 25 ans, on va se vouvoyer comme ça. Ça peut nous permettre de prendre un recul brechtien dont on a un petit peu besoin pour parler de ce film tout à fait étrange, donc qui s'appelle Les Cinéphiles. Le film est composé de deux parties ou de deux films, ou c'est deux films en un, ou non, c'est deux fois le même titre, avec deux sous-titres différents. Non. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Il y a deux films. Tout simplement. Il y en a un qui s'appelle Les Cinéphiles et un autre qui s'appelle Cinéphile 2. Et ce sont deux programmes séparés. C'est donc deux programmes séparés qu'on peut voir sur les écrans parisiens, sur un écran parisien, au Studio 43 depuis quelques jours. À la fin d'un petit texte dont on ne sait pas qui l'a écrit, mais à mon avis c'est vous, il y a 3 lignes et demie qui disent « À une époque où tous les films tournent autour du cinéma sans en parler, entre parenthèses remake, nostalgie, effet cinéma, cinéma filmé, il était important de parler de cinéma comme ça simplement, sans tourner autour. » Donc, j'aimerais qu'on commence par parler de la façon dont ça devient fatigant, fastidieux, voire des fois insupportable, dont le cinéma s'est pris depuis assez longtemps comme objet lui-même, c'est auto-fétichisé, et qu'est-ce qui peut donc pousser quelqu'un qui a fait beaucoup de critiques de cinéma et un peu de cinéma aussi, de tout d'un coup faire autre chose sur le cinéma aujourd'hui? Le cinéma, ou l'image du cinéma, ou le mot cinéma? Moi j'ai fait un film parce que j'en ai assez d'entendre les gens parler de cinéma, j'en ai assez de parler moi-même de cinéma, et j'aimerais qu'on essaye de la même façon que dans le film, enfin en tout cas de la même façon que moi je pense avoir traité le film, c'est-à-dire les éloigner ces gens-là, quoi. Les rendre, pour moi ils sont dans une grande partie pitoyables, comme tous les cinéphiles. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est ne pas redoubler le film dans l'émission, parce que j'en ai vraiment assez. J'ai fait ces films parce que j'en ai assez. Je les ai fait extrêmement vite, c'est-à-dire 3 semaines en tout, 1 semaine pour un film, 2 semaines pour l'autre, parce que sinon, je les aurais tués. Ce sont des vrais cinéphiles, hein. Bon, ce ne sont pas des acteurs. Je les aurais étranglés. Mais j'imagine que quelqu'un d'autre qui faisait un film avec moi m'aurait aussi étranglé. Avec différence de génération ou pas. Donc moi, ce dont je préférais parler, c'est du film lui-même, c'est-à-dire de son concept. C'est un film tout à fait conceptuel, quoi. C'est un film qui est basé sur un concept. Alors le concept, c'est peut-être que... Moi, je le connais. Oui, je m'en doute bien. Enfin, je connais la formule, voilà, pas le concept. C'est comment, dans deux films qui ne parlent que de gens qui parlent eux-mêmes de cinéma, qui sont très jeunes, pour la plus grande part, c'est comment ne jamais montrer ou ne jamais faire apparaître tout ce qui pourrait prouver à l'image qu'il y a quelque part du cinéma. Sauf peut-être une scène où ils font la queue devant un cinéma, mais c'est vu du point de vue de la porte vitrée. Donc de prendre le mot cinéma, en tant qu'il est dans toutes les conversations, qu'il est également donc dans celle des jeunes personnages de votre film,
et de dire qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de montrer des gens qui regardent un film, ou de montrer des débats de ciné-club, ou de montrer des choses où le cinéma est donné comme un fétiche, qu'est-ce qui se passe quand on se contente d'enregistrer le cinéma dans les conversations courantes de gens qui, pour l'essentiel, passent leur vie à voir des films. Tout du moins qu'on ne voit qu'en train de faire des films, et parfois en train de faire, très très chastement d'ailleurs, l'amour. Rien ne permet de l'affirmer, c'est une des manières de voir le film. Moi, je ne sais vraiment pas ce qu'ils font. Personnellement, je n'ai aucune idée sur ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils font dans l'image, mais je ne sais pas ce qu'ils font dans le... C'est au spectateur de le savoir, quoi. Quand je disais film conceptuel, ça, c'est le film qui s'appelle Les Cinéphiles, hein, c'est pas l'autre, c'est pas Cinéphile 2. Parce que Cinéphile 2, c'est un film expérimental, disons, rivetien, entre guillemets, même si je n'ai pas la prétention de me comparer à Rivette. C'est un film qui a été écrit au montage, c'est un film sauvage, quoi. Le concept donc, du film principal, du film qu'on sort, en fait, l'autre, c'est un tout petit film qui passe à quelques séances, Cinéphile 2. Le concept des cinéphiles, plutôt la formule arithmétique ou mathématique, je ne sais pas comment on dit, des cinéphiles, c'est le film porno. Bon, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait énormément de points communs entre, pas les films pornographiques, mais le cinéma et la pornographie. Peut-être plus qu'entre le cinéma et la pornographie, qu'entre le cinéma et le voyeurisme, comme on le dit facilement. Et j'ai eu la chance sur ce film-là de travailler avec quelqu'un qui a plusieurs noms. Son nom de scénariste, c'est Britt Nini, qui, sous un autre nom que je ne dévoilerai pas, les gens qui s'intéressent chercheront le livre. Il va être édité bientôt par quelqu'un de France Culture. Prépare depuis très très longtemps un travail absolument fabuleux sur le film pornographique. Donc elle a réfléchi à ça depuis des années, depuis 20 ans. Et elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire, enfin, qui moi m'a complètement fasciné. C'est-à-dire que pour des raisons d'économie, les films pornographiques sont construits sur une formule d'une simplicité absolument folle. On a un personnage A qui rencontre un personnage B. En général, ils couchent ensemble, ils se font des choses. Comme dans tous les films porno, il est très rare qu'il y ait des moments où les personnages marchent dans la rue ou montent dans un taxi. C'est simplement... Bon, il faut trouver des petites transitions, mais on ne cherche pas grand-chose. Hein. L'essentiel, ce sont des films très courts, comme le mien. Et donc, ils sont faits en plan séquence, il n'y en a pas beaucoup en général. Un personnage A avec un personnage B. Disons un homme A et une femme B. Dans le plan suivant, la femme B va rencontrer une femme C. Cette femme C, dans le plan suivant, va rencontrer soit l'homme A, soit un homme D. Et on continue ainsi de suite. Ça, c'est pour des strictes raisons économiques. C'est-à-dire qu'on tourne, les films porno ou plutôt étaient, parce qu'il n'y en a quasiment plus, tournés en 35 mm en 2 jours, 3 jours. Donc, ça permet de réunir simplement tous les acteurs A, B, C entre telle heure et telle heure, D, E, F. En plus, il n'y a pas des tonnes d'acteurs, hein, ça doit s'arrêter à GH. Hein. Moi, je dois en avoir plus. Et donc, pour des raisons d'économie, ils font ça. Moi, je n'ai pas fait ça pour des raisons d'économie. D'ailleurs, ça m'a compliqué horriblement la vie. Parce que, comme ce ne sont pas des professionnels, ils étaient jamais libres tout le temps, comme les acteurs professionnels de films porno. Donc, mon système d'économie pornographique a été une torture au tournage. Mais ce qui m'intéressait, c'était le concept, c'était pas l'économie. C'était pas pour économiser de l'argent ou du temps, c'était d'essayer d'appliquer cette construction du film pornographique à un vieux projet que j'avais sur les cinéphiles. C'est un projet qui date de 82, je crois. Et quand j'ai décidé de le faire, il y a eu la rencontre entre mon idée, qui était, en gros, au départ, de faire un truc entre, je sais pas, disons pour simplifier, Woody Allen, Romer, Moulet, des gens comme ça. Très léger, très prime sautier, parce que le film est uniquement par moment, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Et puis j'ai rencontré Britt, quoi. Et là, il y a eu
Donc, une rencontre entre deux... tiens, elle passe plus, la musique arabe. On n'est plus dans un café. Il y a eu une rencontre entre deux formules. Ma formule, c'était donc ce que vous avez résumé tout à l'heure, c'est-à-dire éviter tout ce qui relève du fétichisme. Et pour moi, le fétichisme, c'était pas seulement montrer l'entrée d'un cinéma, montrer une image de cinéma, montrer un fauteuil de cinéma, montrer un écran, même vide, montrer une télévision. C'était aussi montrer un café. Les gens sont debout quasiment tout le temps. Et quand ils sont assis, ils sont assis par terre ou sur des... Bon, il y a un truc dans un abribus. J'ai essayé vraiment d'éliminer au maximum, quoi, au maximum. C'est-à-dire, mais j'ai tourné la plupart des scènes dans des lieux réels. Pas toutes, hein, j'ai triché quelquefois, pour des raisons, là, vraiment d'économie. Dans des lieux réels, en enlevant tout ce qui était affiche. Tout ce qui était, bon, quand Michel Cressol pisse en sortant du cinéma, il sort du cinéma, il dit quel film pourri, il se met à pisser, il est à la sortie d'un cinéma. À l'intérieur, il y avait des choses. Il y avait le distributeur d'Esquimaux, je sais pas quoi, une affiche, presque rien. C'est parti. C'est-à-dire que, bon, on y croit si on veut que c'est un cinéma. En tout cas, c'est un cinéma. Par exemple, dans l'autre film, il y a des plans qui sont à Chaillot, et vous-même, vous avez mis longtemps à reconnaître que c'était Chaillot, alors que j'en ai filmé des morceaux. Simplement, j'ai pas montré le mot, quoi. J'ai pas montré l'entrée, j'ai montré les marches, j'ai montré le début, l'amorce, voilà. Alors bon, il y a deux façons de continuer dans cette direction-là. L'une qui consisterait à dire ce n'est jamais que du réalisme, puisque nous-mêmes, quand on était cinéphiles, quand on allait à Chaillot, on passait à peu près autant de temps à parler, et même souvent debout, ou dans les cafés des films qu'on avait vus qu'à les voir. Donc si on fait un film qui s'appelle Les Cinéphiles, il est normal que l'on filme réalistement ce que font les cinéphiles, qui est de beaucoup parler. Oui, c'est très réaliste. Beaucoup parler, ça c'est du réalisme absolument, pur. oui. L'autre piste... C'est du réalisme non poétique. Ah oui, oui. Voilà. C'est du réalisme, disons, bon, pour donner un ordre d'idée, disons, c'est Luc Moulet qui pourrait avoir ce genre d'idées, des idées toutes bêtes. Ce qu'on peut dire comme formule, c'est que c'est du réalisme non poétique ou du fantastique non social. Puisque l'équivalent que quelqu'un avait proposé à un réalisme poétique, c'était fantastique social. C'est vraiment ça. C'est du réalisme littéral, disons. La différence entre quand même cette réalité qu'on a pu connaître, l'un et l'autre, et ce qu'il y a dans les films, c'est que ces gens qui parlent de cinéma sont très peu bavards. Moi, j'ai plutôt des expériences à la fois personnelles et puis autour de moi, de gens qui étaient plutôt intarissables sur le cinéma. Donc, il y a différentes façons de parler des films ou de parler du cinéma, du film qu'on va voir, des rendez-vous qu'on se donne, dans les deux films. Non, pas dans le 2. Un peu moins. Ah non, non. Un peu moins. Non, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le torrent verbal que très très souvent sont les cinéphiles. Pas dans le 2. Pas dans le 2. Tout oui, ce mais que c'est dit quand même pas du Eric, torrent il n'arrête verbal. pas. Il n'arrête pas. Il parle à 100 à l'heure. Il n'arrête pas. Il pourrait parler comme ça pendant 10 heures. Il pourrait, mais enfin, il ne le fait pas. Dans Cinéphile 2, dans Eric a disparu, donc ils ont des sous-titres, les films. Donc on n'a qu'à les appeler par leurs sous-titres. Hein. Le premier, c'est Le Retour de Jean. Le deuxième, c'est Eric a disparu. Eh bien, Eric, qui disparaît, donc, comme le titre l'indique, il parle tout le temps. C'est un Fabrice Lucchini, c'est un 33 tours qu'on mettra en 78. Alors disons qu'il parle tout le temps, disons qu'il parle tout le temps et qu'il disparaît. Est-ce que c'est parce qu'il parle tout le temps qu'il disparaît ? Parce qu'il laisse un vide après, qui est aussi un vide de parole. Il disparaît pour une raison tout à fait simple, c'est qu'il partait aux États-Unis. Et que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce film-là, donc le film Sauvage, Eric a disparu, Cinéphile 2, c'est un film qui a été écrit un peu pendant le tournage et surtout au montage. Ce que j'ai jamais fait. Jamais. Donc, il a disparu. Il s'en allait. Qu'est-ce qu'on fait ? On a tourné pendant 3 jours, le week-end du 15 août. Ce qui devait être 10 minutes de film. En fait, il y en avait quasiment 40 d'utiles. Bon, je n'ai pas gardé les 40 en 3 jours. Tout simplement parce que ce type, Eric, qui s'appelle dans la vie Harold, je sais pas son nom, il fait des films d'ailleurs, il fait des petits films, c'est un élève de Joseph Morder, qui fait des petits films, je ne sais pas en quel format, sans doute en Super 8, peut-être qu'il s'est mis à la vidéo,
Donc il partait aux États-Unis pour un voyage, mais on s'est aperçu qu'il avait une présence extraordinaire. D'ailleurs, le producteur voulait en faire une star, le faire revenir des États-Unis. Donc voilà. C'est-à-dire que le film est devenu Eric a disparu parce que dans le tournage, Eric avait disparu. C'est un accident rivetien, c'est pour ça que je dis que c'est rivetien, quoi. Et ça a été un film, celui-là, au tournage, d'une certaine manière, dans lequel j'étais beaucoup plus intensément impliqué que l'autre, mais je peux dire qu'il m'a échappé, quoi. Enfin, échappé. C'est-à-dire qu'à certains moments, je me suis dit, c'est pas possible, je fais du piala, et j'en étais malade. À d'autres moments, c'était du rivette, j'étais furieux. J'étais furieux, ça allait trop vite. Et il y a eu sur ce tournage 1, 2, 3, 4, 5 scénaristes successifs. Sur un film tourné en 3 jours, le week-end du 15 août, et 4 jours, 2 semaines plus tard, une fois qu'on ait un peu réfléchi à ce qu'on avait fait. Un scénariste a lâché, un autre a lâché, 2 autres sont arrivés, et il y avait moi. Et on peut dire qu'il y en a un 6e, plus important que tous, qui est le monteur, qui a fait un réel travail d'écriture. Il a écrit le film, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais des idées sur cette disparition. Hein, j'avais des idées. Il disparaît, et au moment où il disparaît, le film se détraque. C'est une idée rivettienne, d'ailleurs. Et il se trouve qu'il y a eu des accidents dans l'image. Il y a eu du rouge qui est arrivé dans l'image à certains moments. Et j'ai tourné dans un journal des scènes avec du rouge. Et moi, mon idée, qui était extrêmement dure à réaliser, quand je lui ai dit ça à Jean Pécheux, donc le monteur de Eric a disparu, Cinéphile 2, il se demandait vraiment comment faire. J'ai dit, le rouge doit arriver, quoi. Il faut que le rouge, peu à peu, envahisse le film. Il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment je le fais venir, le rouge, quoi? Et il l'a fait venir. Ça, bon, pour moi, c'est de l'ordre du miracle. Enfin, c'est un miracle rivetien, disons, entre guillemets, parce que le miracle, c'est de la blague. Hein. Je ne vais pas prendre ça littéralement. C'est un film qui s'est fait dans un tel état d'urgence et de non-pensée, c'est-à-dire que, bon, on prépare un truc. Moi, bon, je veux faire un film à la Woody Allen. Je me trouve tout d'un coup devant un type extraordinaire qui parle comme ça pendant 10 minutes. Je ne vais pas arrêter la caméra, je ne peux pas. Donc j'ai été pris à mon propre jeu et j'ai fait un film dont j'étais pas content et que je crois principalement, le monteur et moi, on a réussi à, disons, rattraper. Et ce petit film, donc, qui est le premier qu'on a tourné, Eric a disparu, c'est devenu Cinéphile 2. Le premier est devenu le 2. L'autre, ensuite, a été très soigneusement écrit, dialogué. Mais bon, il est évident que dans les deux films, il y a une part, disons, différente selon les moments et les acteurs d'improvisation. Mais dans les deux. Mais dans le second, il y a un synopsis. Dans le second, c'est simple, il y a 35 séquences, 7 fois 5 séquences. C'est très, très précis. Et souvent, les dialogues sont à la virgule près. Bon, mais il est évident que Michel Cressol, qui joue Jean, c'est quelques indications et il est parti. Il est parti. Et je ne l'ai pas arrêté. D'ailleurs, j'ai essayé de l'arrêter dans une ou deux scènes et j'ai pas pu. J'ai pas pu. C'est-à-dire que ce personnage-là, moi, c'est le personnage qui m'intéresse le plus, parce que c'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est Jean Douchet, c'est plein de gens, quoi. C'est Martin, que j'ai rencontré l'autre jour par hasard au négociant dans un café, un hasard extraordinaire. Je sors d'une projection... Yves Martin, c'est ça? Oui, Yves Martin. Le poète. Oui. Je sors d'une projection à Ciné 13. Ça faisait plusieurs jours que j'essayais de joindre Yves Martin, j'avais pas son téléphone. Qui est un grand poète. Hein. Et on va avec l'attaché de presse et quelques personnes manger au négociant, bon, qui est un restaurant qu'on connaît bien. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois là? Yves Martin. C'est-à-dire ce type que je cherchais, ça c'est rivetien aussi. Depuis plusieurs jours, il était là. Alors je lui ai donné un dossier, je lui ai dit, j'ai fait un film qui s'appelle Les Cinéphiles. Il m'a dit, je vous remercie. Il y avait une projection là, et j'ai pas pu vous joindre parce que Mizrahi, il n'a pas le temps, machin, il n'a pas le temps d'ouvrir son nom. Bon, je pouvais pas avoir votre téléphone. Et lui, il comprenait pas. Il avait l'impression que son téléphone était très facile à avoir. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'à la projection, il y avait son double. Enfin, moi, je dis toujours son double parce qu'il s'appelle Martinan, Martin Martinan. C'est-à-dire quelqu'un de très important dans l'histoire de la cinéphilie, qui est un des programmateurs, quasiment le programmateur principal de la Cinémathèque française, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y avait Martinan, mais il n'y avait pas Martin.
Et on sort, et paf, Martin est là en train de manger, au négociant. Alors, ça, c'est à l'image de Cinéphile 2. C'est à l'image complètement d'Éric a disparu. Dans l'autre, non. Dans l'autre, c'est un film... enfin, contrôler, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. En 2 semaines, on contrôle hein, ce qu'on peut. Mais le retour de Jean, d'abord, il y a Jean, quoi. La différence entre les deux, c'est ça. Les cinéphiles, il y a Jean. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a, disons, 45 ans, quoi. Hein, je ne dirais pas l'âge réel de Michel Cressol, mais disons qu'il a la quarantaine. Hein. Il peut avoir 40, 41, 45, 48, 50. Bon. Michel fait beaucoup moins, d'ailleurs. Et il y a lui, qui est vraiment... C'est pas le personnage principal, mais c'est un personnage qui hante le film du début à la fin. Quand il n'est pas là, on parle de lui. Il est presque là tout le temps, quoi. Même quand il n'est pas là, il est là. Et d'ailleurs, le retour de Jean n'est pas expliqué. On ne sait pas ce que ça veut dire, le retour. Hein. C'est simplement... C'est quelqu'un qui travaille dans une revue, qui dit qu'il travaille dans une revue, qui a l'air très attiré par les jeunes garçons, mais en même temps, on ne sait pas si c'est un jeu ou si c'est réel, si c'est une... Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis, entre lui et les autres personnages, il y a vraiment il y a toute une différence d'âge. C'est-à-dire, ce ne sont pas des jeunes gens. Dans Cinéphile 2, ce sont que des jeunes gens. Il n'y a que des jeunes gens. Ils ont entre 19 et 21 ans. Tous. Tous, ils ont le même âge. Dans le retour de Jean, dans les cinéphiles, ça commence à 18 ans et ça finit à quasiment 50. Et il y a toutes les étapes. Il y a 18, 19, 21, 24, 25, 29, 32, 45. Il y a toutes les étapes. Et ce qui m'intéressait dans ce film-là, c'était ça. C'était les conflits, les croisements, le hors-champ, la terreur. Dans l'autre film, pas de hors-champ, pas de terreur, pas de conflit, beaucoup de lassitude, beaucoup de fatigue. Dans Éric a disparu. C'est des gens qui marchent tout le temps, qui parlent tout le temps. Voilà, c'est ça, Éric a disparu. Le retour de Jean, non, c'était essayer vraiment de confronter ces générations, ce qui est difficile, c'est difficile à faire parce que, bon, on le fait réellement rarement au cinéma. Et en plus, on ne parle pas de cinéma, vraiment. Enfin, en tout cas, on tourne autour. On parle pas des gens qui parlent de cinéma. On filme du cinéma, quoi. On fait du cinéma filmé, comme dit bien. Mais on tourne autour. Donc là, moi, je voulais aller voir ces gens-là. Enfin, non, Woody Allen a fait un peu. De temps en temps, comme ça, il fait ça. Il fait très bien, d'ailleurs. Donc, mon idée, c'était ça, c'était confronter tous ces gens-là. Maintenant, le film, par ailleurs, il est aussi très hiérarchisé. Il y a 2 personnages principaux, qui sont évidemment des personnages principaux, qui s'appellent Esther et André. D'ailleurs, le film, à un moment, a failli s'appeler Esther et André vont au cinéma. Ce qui aurait été une erreur, puisque celui-là, c'est le retour de Jean, c'est celui qui n'est pas arrivé, tiens. Il y a 2 personnages vraiment principaux. Personnage principal, ça veut dire qu'ils ont plus de scènes, tout simplement. Et qu'il se passe plus de choses entre eux. Et également entre Esther et d'autres gens, et entre André et d'autres gens. Donc, Esther et André, qui l'un et l'autre n'avaient jamais fait de cinéma, comme tous les acteurs. Enfin, bon, Cressol a fait des apparitions, mais il est journaliste. Et ensuite, c'est extrêmement difficile de dire qui arrive après. C'est-à-dire, c'est qui le 3e, le 4e, le 5e. D'habitude, on sait dans un film. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, le 3e personnage, c'est celui qui s'appelle François, qui est quelqu'un de très, 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 très particulier, c'est un perroquet, ou un caméléon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a dans les 25 ans, qui en paraît moins, qui est très beau, très féminin, très James Mason, très félin, en même temps très maladroit, et qui tient le discours d'un cinéphile de 45 ans. Pour moi, c'est à un moment, j'appelais ça un extraterrestre, un envahisseur. C'était ça la formule. C'est-à-dire, j'arrive pas à le croire. Je me dis, c'est pas possible. Il a copié, quoi. Et même sur la musique classique, il tient le même discours que Biette.
Donc, ces gens-là, pour moi, c'est un mystère total. Pierre Léon est un peu le même genre de figure, mais il a un rôle un peu moins important. C'est-à-dire aussi un personnage à la limite entre 25 et 30, disons, et qui a des goûts extrêmement démodés, mais démodés pas au sens rétro, hein. C'est-à-dire qu'il a, il a réellement les goûts et les opinions sur le cinéma que toute une génération autour de présence du cinéma, vraiment des tout débuts de la cinéphilie, du ciné-quanon ou des choses comme ça, MacMahon, des discours extrêmement curieux. Enfin, quand il part sur Walsh, sur des choses comme ça, on a l'impression qu'il a passé 30 ans à la Cinémathèque alors qu'il y va depuis peu de temps. Donc pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas ce qu'il pense réellement, je ne sais même pas comment il vit. Ces personnages intermédiaires, c'est vraiment un mystère total. Les jeunes, c'est pas un mystère pour moi. C'est beaucoup de charme, mais c'est pas un mystère. C'est bon, ils sont comme ils sont, quoi. Je vois comme ils sont. Ils se ressemblent, ils parlent pareil, je sais ce qu'ils veulent. Bon, ils sont attachants, ils sont beaux, ils sont tous beaux en plus. Je les ai pris au hasard, ils sont tous beaux. Parce que les jeunes sont tous beaux maintenant. C'est comme ça. Mais les autres, non. Tous ceux qui sont intermédiaires, là, comment les définir? Comment les hiérarchiser? Nidam, par exemple, Nidam Abdi, qui est aussi journaliste dans ce même journal que Michel Cressol. Pareil, c'est entre 25 et 30 ans. Alors lui, en plus, entre deux cultures. Un rapport très très fort au cinéma. Très très fort, mais différent. À la fois culturel et populaire, enfin vraiment... Parce qu'il est né... Il est né en Afrique du Nord. Enfin, il a passé du Maroc... Enfin, bon, disons qu'il est né dans le Maghreb. Et ensuite, il est venu ici. C'est encore un cas complètement à part. Et puis, derrière tout ça, il y a vraiment la figure, le spectre de Jean, qui est quelqu'un alors lui, de tout à fait énigmatique. Encore plus que des extraterrestres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait vraiment pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il fait. Il a une présence que moi je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que moi, Cressol, je veux le faire tourner dans un film depuis que je l'ai vu. Depuis que je suis rentré dans le même journal dans lequel il travaille. 3 mois après, je lui ai dit un jour, je te prends comme acteur, je suis sûr que tu es génial. Et il m'a dit oui, il a très envie de lui jouer. Il dit oh là là, ça doit être plus rigolo que le journalisme. Et d'ailleurs, il a bien rigolé, beaucoup plus que quand il écrit des articles. Mais ce que j'avais pas prévu, je savais qu'il était un acteur extraordinaire, mais j'avais pas prévu qu'il ait une telle pas présence. La présence, je savais. L'importance du personnage, comme ça, qui domine tous les autres, qui est plus haut. Enfin, ou plus haut, ou derrière, ou plus grand, ou monté sur un tabouret. J'avais pas prévu qu'il ait cette... qu'il soit si drôle, tout simplement si drôle, quoi. Si drôle. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai pas encore vu le film en salle, puisque nous, on enregistre, puisqu'on a dit la vérité, qu'on n'était pas dans un café, qu'on était dans un studio et tout. On enregistre l'émission... alors que le film n'est pas encore sorti. Mais j'ai vu des projections avec pas mal de gens. Enfin, pas mal de gens, disons 30, 40, 50, 80 personnes. Et les gens sont pliés de rire. Moi, je voulais faire du Woody Allen, et lui, il a fait beaucoup plus drôle que Woody Allen. Beaucoup plus violemment drôle que Woody Allen. Et dès qu'il disparaît, il y a une panique chez les spectateurs. Mais je me suis aperçu que dès qu'il y avait une salle, quoi, c'est-à-dire 30 personnes, les rires continuaient. C'est-à-dire, il y a un malaise dans beaucoup de scènes, parce que ce sont des scènes qui sont censées être malaisées de toute façon. Mais les gens recommencent à rire, et jusqu'à la fin. Moi, je rêvais, au Rush, j'étais plié en 4 à la plupart des scènes. Je rêvais d'avoir fait une comédie. Mais on ne peut pas dire qu'on a fait une comédie si les gens ne rient pas. C'est pas que c'est dur à faire, c'est que c'est impossible de dire si on l'a fait ou pas. Et là, en salle, moi, j'ai vu les gens rire. Un film comique, c'est ça. Une personne rit, 2 personnes rient, et les gens comprennent. Ou alors ils disent taisez-vous, et dans ce cas-là, il y a un problème, quoi. Mais là, personne ne dit taisez-vous. Il y a des gens qui n'aiment pas le film, mais le simple rire de 2-3 personnes entraîne la salle. Alors après, bien sûr, on passe du rire au malaise. On passe du rire au malaise parce qu'il y a des scènes extrêmement
extrêmement malaisantes, dont toutes les scènes que vous appeliez des scènes où ils font l'amour, et que moi j'ai toujours appelé des scènes de nu. Au début, vous aviez dit que vous aviez envie de les étrangler, les cinéphiles. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression je sais pas comment dire, de m'entendre moi-même, quoi, de m'entendre moi-même en accéléré, ou en avant, ou en après, ou... je veux dire, je ne suis pas particulièrement fier d'être cinéphile, c'est quelque chose dont j'aimerais bien, sinon me débarrasser, du moins alléger ce fardeau, quoi. Et puis, je trouve la cinéphilie actuelle, en plus, insupportable, quoi, étouffante. Mais ce que disent les personnages, c'est ce que tout le monde dit. Voilà, bon, le drame, en fait, je ne vais pas parler des films, hein, ou de l'état du cinéma, ça. Bon, les films, je trouve qu'ils ne sont pas bons, et puis c'est tout, point. Mais l'état des spectateurs, c'est quelque chose qui me terrifie, quoi. Vraiment, qui m'angoisse. D'ailleurs, je vais au cinéma uniquement, bon, puisque je suis journaliste, essentiellement, enfin, quotidiennement, disons. Là, c'est une première, ce film. Enfin, bon, j'ai fait des petites choses avant, mais c'est une première. Je ne vois que les films sur lesquels j'écris. J'écris une fois par semaine, au maximum. Donc, je vois un film par semaine. Si j'écris toutes les 2 semaines, je vois un film toutes les 2 semaines. Je n'irai pas en voir un troisième. La première raison, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les films sont mauvais, point. La deuxième, c'est que je ne supporte pas les spectateurs de cinéma. Je ne supporte pas les discours des spectateurs de cinéma, et de tous, je veux dire de tous, c'est-à-dire ceux qui ont 19 ans, 20 ans, 30, 40, 50. Et je m'inclus dans le lot. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bain. On est tous dans le même bain. On écoute Le Masque et la Plume, ou on écoute un programme sur le cinéma à la télévision, ou on écoute des gens devant un cinéma, ou on écoute microfilm, où on écoute, c'est la même chose. Tout le monde dit la même chose. C'est pas, c'est même bon. Qu'ils aient les mêmes goûts, je m'en fous. Que tous les gens aient les mêmes goûts, en gros, je m'en fous. Ils font semblant d'avoir des petites différences comme ça, du genre, moi je préfère Benex et Bresson, toi Carax et trucs, moi Rivette, bon, ça j'en ai rien à foutre. C'est l'état du cinéma qui est comme ça. Ce qui me terrifie, c'est que ce sont les mêmes conversations. On écoute d'une oreille un peu lasse Le Masque et la Plume, et on est dans une queue de cinéma. Il y a strictement aucune différence. Aucune différence. Alors c'est quand même dramatique, une époque où des critiques de cinéma, par exemple, puisque Le Masque et la Plume, c'est des critiques de cinéma, ou des journalistes de cinéma, je ne sais pas comment il faut dire, des spécialistes de cinéma, parlent pareil que des gens dans la rue, dans un café, dans la queue, pareil. Bon, ça, c'est un peu le débat de la critique. En même temps, dans le retour de Jean, on voit, à part Jean qui est vaguement un critique, on voit des gens plus jeunes qui parlent pas comme Au Masque et la Plume. Ils sont quand même très très peu loquaces. Donc, même s'ils ressentent les choses de la même façon, qu'ils n'ont pas d'autonomie de discours, après tout on n'en sait rien, parce qu'ils disent assez peu de choses dans le film, c'est quand même pas la même chose. Qu'est-ce que vous vouliez découvrir sur cette matière que vous avez à la fois suscitée et dont vous êtes visiblement le meilleur critique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé dans la perception de la cinéphilie entre avant faire le film et puis une fois qu'on l'a fait? Est-ce que c'est pour vérifier quelque chose ou pour découvrir quelque chose qu'on ne savait pas avant? Premièrement, sincèrement, et c'est pas par fausse modestie, je pense pas être le meilleur critique de mon film, hein, vraiment. C'est-à-dire que je suis à même de l'expliquer parce que je suis journaliste. Bon, donc je sais expliquer les choses. Je veux pas dire critique de cinéma, je suis journaliste, donc je peux expliquer. Puis que je savais un peu ce que je faisais, c'est tout. Mais non, je suis loin d'être le meilleur critique de mon film. Moi, ce que les gens m'en disent pour le moment, ça me surprend, ça m'intéresse. Ce sont des films ouverts, tous les deux. Les cinéphiles, Le Retour de Jean, c'est un film qui est extrêmement ouvert aux spectateurs et à la rêverie, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai des idées sur la matière de mon film. Hein, j'ai des idées sur sa texture. J'ai des idées sur ce que j'ai essayé de faire, qu'a loupé ou qu'a réussi. Mais j'ai pas d'idée sur ce qu'on y met dans les creux. Et tout le monde met des choses dans les creux. À commencer par moi.
Moi, je suis devenu spectateur de mon film depuis quelque temps. Je commence un peu à avoir du recul, puisque le tournage était il y a déjà assez longtemps. Et ça, c'était vraiment un travail tout à fait délibéré. Dans Le Retour de Jean, dans Les Cinéphiles, c'était tout à fait délibéré. Il fallait que les gens apportent avec eux leur imaginaire. Il le fallait. Quand Esther dit, elle mange une glace, elle fait la queue, et elle dit la queue veut pas bouger, on peut y voir un truc purement pornographique. Elle mange une glace, hein, franchement. Beaucoup de choses phalliques, mais ça, c'est pas mal. Hein. Puis elle la lèche, elle n'arrête pas. Elle dit la queue, elle veut pas bouger. Tiens, ça y est, la queue bouge. Il y a des gens qui rigolent. Donc apparemment, ils ont compris. Ils ont compris ce sens-là. Puis il y en a d'autres qui rigolent pas du tout. Alors soit ils trouvent que c'est lourd, soit ils y voient autre chose. Et vraiment, tout le film est fait comme ça. Tout le film est fait là-dessus. C'est pour ça que je dis, ces scènes d'amour, ce ne sont pas pour moi des scènes d'amour, et en tout cas, ce ne sont surtout pas des scènes où les gens font l'amour, ce sont des scènes de nu. Les gens y mettront ce qu'ils veulent. Dans la mesure où, je le disais, le cinéma et la pornographie, ça a beaucoup à voir, que la vie sexuelle des cinéphiles a pour moi toujours été un mystère, la mienne comme celle des autres. Je ne suis pas moins mystérieux que les autres. Je m'inclus dans le lot. Donc, je voulais essayer 2-3 hypothèses. Bon, je ne vais pas encore parler de mathématiques, mais en fait, il y a dans le film, qui est composé de 5 parties, il y a 4 scènes d'amour et demi. Voilà. 4 scènes d'amour et demi. On va commencer par la demi, parce que c'est la plus, à mon avis, la plus étrange. 4 scènes de nus et demi. Alors, le demi, c'est parce qu'ils ne sont pas nus. C'est une scène entre Jean et Vladimir. C'est un cas, Vladimir. Vladimir, c'est 19 ans à peu près. Donc c'est une scène de nus non nus, dans laquelle on parle de sexe. Les 4 autres scènes, il y en a 2 qui sont entre 2 garçons. Donc un garçon plus un garçon, et puis une autre fois un garçon plus un garçon. Et les 2 autres, un garçon plus une fille, et un garçon plus une fille. Ce sont des scènes de nus, c'est-à-dire ce sont des scènes qui sont plus lentes que les autres, dans lesquelles les personnages bougent moins vite, font quelques gestes, et c'est réellement extrêmement ouvert. Plusieurs personnes m'ont demandé ce qu'ils faisaient dans ces scènes-là. Et je suis réellement incapable de répondre. C'est pas de la coquetterie, c'est pas parce que je veux susciter l'imaginaire, c'est ce qui est le point de départ du film. Je n'en sais réellement rien. Est-ce qu'ils essayent de faire l'amour? Est-ce qu'ils font l'amour? Est-ce qu'ils font semblant? Est-ce qu'ils posent pour une peinture? Est-ce que c'est... J'en sais rien. En tout cas, c'est des scènes les plus étranges. Et, c'est des scènes qui m'ont le plus surpris des 2 films. J'étais complètement surpris par ces scènes. Complètement. Alors ces scènes n'étaient absolument pas écrites. Absolument pas. C'est-à-dire qu'on savait que c'était entre telle personne et telle personne. Et c'est parti d'une idée, un geste. À chaque fois. Et ces scènes-là, pour moi, c'est... Tiens, on est revenu dans un café. Ces scènes-là, c'est vraiment c'est un mystère. Elles ne sont pas du tout comme je voulais qu'elles soient. Je me suis aperçu très vite qu'avec des non-professionnels, on ne pouvait pas leur dire de faire ce qu'on demande à des acteurs professionnels. Les acteurs professionnels, ils se foutent à poil, ils baisent, ils font des trucs comme ça. De toute façon, même si, de toute façon, je ne voulais pas le faire. Qu'est-ce que je leur demande à ces gens-là? Comment je fais pour les mettre nus? Tout d'un coup, j'étais des problèmes pratiques comme ça. Et il en est sorti des scènes très très étranges, donc qui n'étaient pas celles que j'avais prévues, mais qui en fait vont bien avec le concept, puisque je ne sais rien de la vie sexuelle des cinéphiles. Rien. On peut dire, plus banalement, qu'on ne connaît rien de la vie sexuelle des autres. Mais les cinéphiles, vraiment, ceux-là, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et Le Retour de Jean, c'est fait là-dessus. C'est fait sur le hors-champ et sur ce qu'on ne sait pas des cinéphiles. Je pense que ce sera en même temps que la musique arabe le mot de la fin. Tout sur ce qu'on ne sait pas des cinéphiles, bientôt ou déjà, sur un écran au Studio 43 déjà. de Louis Correcchi.
ودبيبها ويعد أشجان الحياة سرورا وهفا إلى أرض الكويت وشعبها